Bon début de semaine à vous, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Afrique Média pour cette autre édition d'Info Africa. En séjour de travail aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre congolais Matata Ponyo s'est exprimé à l'occasion du meeting sur l'industrie extractive du Congo post-conflit. Il a estimé que cela est lié au leadership et à la gouvernance dans le pays. Au cours de ce meeting, il était question des industries extractives de pays post-conflit. L'exemple de la RDC et du Timor a été largement illustré. Les richesses et les ressources naturelles sont-elles une source de bénédiction ou de malédiction? À cette principale interrogation, le Premier ministre congolais a répondu que c'est d'abord et avant tout un problème de leadership et de gouvernance. Il va falloir mieux gérer ces ressources et en faire bénéficier ses revenus au peuple. Matata Ponyo a poursuivi son argumentaire en expliquant que ce sont les mêmes ressources qui ont servi à rendre nos économies prospères au début des années 60 et avec une population peu nombreuse que celle d'aujourd'hui. Il n'y a donc pas question de malédiction, à marteler Matata Ponyo, qui du reste a reçu les félicitations et les encouragements de Daniel Kaufman, le président de Revenue Watch Institute, la prestigieuse institution de lutte contre la corruption, pour ses efforts dans l'assainissement de la vie publique en RDC. En conclusion, je crois que les ressources naturelles importantes ne sont pas une malédiction, c'est une plutôt bénédiction. Il est question essentiellement de gouvernance et de leadership. Invité à ce meeting, le Premier ministre du Timor oriental, autre pays post-conflit, a présenté le modèle de son pays calqué sur le modèle norvégien. Point de convergence avec la République démocratique du Congo sur la création d'un consensus national où toutes les sensibilités se retrouvent autour d'un fonds souverain avec comme élément fondamental la volonté et la détermination nationale. En visite à Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des violences sexuelles a visité les installations de la police nationale congolaise. Le général Charles Bissi-Guimana a ensuite offert un dîner aux différentes délégations venues prendre part au 14e forum des chefs de sécurité des pays de l'Afrique centrale. Dans le programme des activités retenues par la police lors de l'organisation de la 14e session des chefs de police d'Afrique centrale figure cette soirée de gala offerte aux hôtes des marques de la RDC par le commissariat général de la police nationale congolaise. Le général Charles Bissi-Guimana, président en exercice du CCPAC, a réservé aux différentes délégations de la police nationale un véritable accueil à l'africaine. Nous ne sommes pas à l'ère des discours. Nous sommes venus manger. Les discours, nous les avons eus toute la journée. C'est dans une ambiance de fête que s'est poursuivie cette cérémonie au rythme des orchestres de Best et des Aïko Langalanga, ce à la demande des invités. La veille de cette soirée, le commissaire général de la PNC a tenu une réunion avec Madame le secrétaire adjoint des Nations Unies en charge des violences sexuelles. Zainab Awa est venue s'enquérir du fonctionnement de la police nationale et l'impliquer davantage dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. La coopération Bénin-Pays-Bas au Beaufix à l'occasion de la 4e édition de la revue conjointe du programme pluriannuel entre les deux pays. Les deux parties ont donc évalué les progrès réalisés et défini ainsi les nouvelles orientations de la coopération qui les lie. Activités donc qui se sont déroulées à bord du navire Rotterdam au port de Cotonou. Le choix du navire néerlandais HLMNS Rotterdam pour le lancement de la 4e revue conjointe du programme pluriannuel de coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas témoigne de l'excellence de la vitalité des relations qui existent entre les deux pays. En effet, la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Bénin est très dynamique et diversifiée de par ses instruments et les secteurs d'intervention. Bien que le nombre des pays partenaires de coopération ait été réduit de 35 à 15, le Bénin est resté comme pays partenaire des Pays-Bas dans le domaine de la coopération. Pays cible de coopération, n'est-ce pas, avec les Pays-Bas.
Cela veut dire que les Pays-Bas vont rester au moins encore 10 ans à nos côtés pour le développement. Lorsque nous prenons le programme de coopération, il a 3 secteurs importants. Disons l'eau et l'assainissement d'abord, pour lequel les Pays-Bas, au titre des années 2014 à 2017, vont consacrer environ 74 millions d'euros. Ensuite, la sécurité alimentaire, pour lequel, de 2014 à 2017, les Pays-Bas vont consacrer environ 49 millions d'euros. Enfin, la santé reproductive, pour lequel, n'est-ce pas, suivant la programmation, nous avons au total une enveloppe de 13 millions d'euros. Il y a le secteur privé qu'il ne faut pas oublier dans ce programme. Les deux parties ont procédé à l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de cette coopération, la définition de nouvelles orientations, à l'actualisation du programme pluriannuel de coopération qui sera mis en œuvre durant la période 2014-2017 et dont le montant global s'élève à 91 milliards de francs CFA. Nous voulons, à côté de notre programme de coopération, être plus présents dans le secteur privé béninois. Nous voudrions aussi que le secteur privé néerlandais soit plus présent au Bénin et ce projet est un des éléments que nous allons développer ensemble avec nos amis béninois dans les années à venir pour réaliser ces objectifs. Le Royaume des Pays-Bas a procédé en marge de cette revue à la signature d'un contrat avec International Fertilizer Development Center, IFDC, dans le cadre du projet dénommé Approche communale qui concerne 22 communes du Bénin. La journée internationale de la fille a été célébrée ce 11 octobre 2013 au Bénin. Les activités se sont déroulées dans la commune de Glazoué en présence du ministre en charge de la famille et des partenaires techniques et financiers. C'est cette caravane partie de la mairie de Glazoué pour le complexe Bethel qui a donné le top des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la deuxième journée internationale de la fille. Le thème de cette année a focalisé l'attention des autorités sur comment innover en faveur de l'éducation des filles. Et comme en de pareilles circonstances, les différentes allocutions et communications sont revenues sur la situation sociale de la jeune fille au Bénin. Un tableau assez triste qui interpelle plus d'un. Nous devons impérativement adopter des stratégies novatrices qui accélèrent l'éducation des filles et les préparent à participer pleinement au développement socio-économique de leur pays. Plaidoyer des enfants sur la nécessité d'assurer une éducation saine pour la jeune fille ainsi que l'appel des autorités à divers niveaux dans ce sens. Encourager les filles à dénoncer les auteurs des cas de violence, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, rapprocher les écoles des écoliers en construisant des écoles dans chaque village. Dans le discours qu'elle a prononcé à l'occasion, le ministre en charge de la famille s'est montré très préoccupé par la situation. Aujourd'hui, les mamans doivent savoir que les garçons aussi doivent faire la vaisselle à la maison, préparer comme les filles et que tous les enfants puissent apprendre leurs leçons. La JIFI ne s'arrête pas seulement à Glazoué. Nous avons pris l'engagement au niveau du ministère en charge de la famille de faire une sensibilisation dans toutes les écoles pour éviter les grossesses précoces aux filles. Et à Glazoué spécialement, nous vous tenons à l'œil, chers hommes. Nous vous tenons à l'œil. Les 15 meilleures filles au BPC 2012 des départements du Zou et des Collines ont reçu des certificats de mérite et ont bénéficié d'une ouverture de compte à la BESIC. Par ailleurs, les lauréats du concours d'œuvres littéraires Caire International ont été primés au cours de cette cérémonie. À signaler aussi que les 10 filles des 10 arrondissements de la commune de Glazoué ont reçu des kits nutritionnels. 10 autres filles de la commune ont reçu des kits scolaires de la part du ministre de la Famille. Les manifestations ont pris fin par un match de football qui s'est joué entre les filles de Magoumi en rouge et celles de Ouédémé en jaune. Un match qui a vu la victoire de Magoumi sur Ouédémé sur le score d'1-0.
Et parlons santé à présent, plus de 3% des jeunes de 20 à 24 ans en Côte d'Ivoire sont séropositifs. Des chiffres de 2012 donnés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À cette occasion, une campagne de lutte contre le VIH-Sida est menée auprès des jeunes de Bandoukou, opération lancée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, également celui de la promotion des sports et des loisirs. En Côte d'Ivoire, 22 000 enfants âgés de 15 ans et plus et 63 000 enfants âgés de 0 à 14 ans sont infectés par le VIH selon l'ONU-SIDA. Des chiffres alarmants quand entrevoir à la baisse le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs et celui de la santé et de la lutte contre le sida. Il compte y arriver en créant les conditions d'un environnement sain. À Bandoukou, une délégation des deux ministères ainsi que les autorités politiques, administratives et la chefferie traditionnelle ont lancé l'opération Une jeunesse saine, protège-toi. À travers conseils, sketchs de sensibilisation, séances de dépistage et distribution de contraceptifs, ils ont attiré l'attention de la jeunesse sur l'existence de la pandémie du sida. Une action qui va se poursuivre par une série d'activités tout au long de l'année dans la région du Gontogo. L'opération sera suivie d'une campagne de dépistage du VIH-Sida sur une population juvénile estimée à 2 millions d'individus. Des actions considérées comme un pas vers l'objectif zéro infection. Et puis une formation des pères éducateurs, des professionnels du sexe s'est déroulée à N'Djamena. Nous sommes au Tchad à présent, au centre de la formation, la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Il était donc question de présenter les multiples dangers auxquels elles font face. Les professionnels ont appris pendant 2 semaines les différentes méthodes de protection contre les IST VIH-Sida. Cela leur permettra d'être à l'abri des maladies liées à leurs activités. L'Association des femmes africaines face au VIH-Sida entend susciter en elles une prise de conscience face aux risques encourus. Parce que j'ai appris comment utiliser le préservatif et puis je peux aussi sensibiliser les autres filles à utiliser. La négociation de préservatif, je vais négocier avec lui afin de comprendre pourquoi il ne veut pas utiliser. C'est pour éviter beaucoup de maladies. Oui, l'argent c'est bien, même la santé avant tout. Dans son intervention, la vice-présidente de l'Association des femmes africaines face au VIH-Sida, Damnadi Esther Nodita, invite toutes les couches sociales à œuvrer pour l'éradication des IST VIH-Sida. La chargée des programmes en matière du VIH-Sida de l'UNFPA, Ashta Yakite, a elle aussi exhorté les pères éducateurs à promouvoir les connaissances acquises dans leurs milieux respectifs. Le gouvernement loue l'initiative et encourage la dite association à étendre ses activités sur l'ensemble du pays. L'initiative de Soi Tchad cadre parfaitement avec le plan de développement sanitaire 2013-2016 et le nouveau cadre stratégique de lutte contre les IST, VIH, SIDA. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées. Les participantes demandent au gouvernement et à l'UNFPA de soutenir les activités de l'Association des femmes africaines face au VIH-Sida. Cette formation des pères éducateurs a été couronnée par la remise des parchemins. Parlons à présent de l'atelier portant sur la lutte contre le ver de Guinée. Nous sommes toujours au Tchad. Il était question d'élaborer de nouvelles stratégies pour éradiquer cette maladie d'ici l'année 2015. Les 2 jours de réflexion ont permis aux acteurs impliqués dans la lutte contre le ver de Guinée d'adopter de nouvelles stratégies. Des stratégies qui se traduisent en termes d'abattage systématique des chiens porteurs de cette maladie dans les villages incriminés tout au long du fleuve Chari. L'approvisionnement en eau potable des villages des zones concernées figure parmi les solutions envisagées. Selon les techniciens prenant part à cet atelier multisectoriel, des mesures doivent être prises pour renforcer la communication en matière de plaidoyer, mobilisation sociale et renforcement des capacités. Doter le programme national d'éradication du ver de Guinée en moyens logistiques et financiers, tout en renforçant la surveillance épidémiologique en impliquant les autres secteurs. Le représentant du ministre de la Santé publique a promis de les transmettre à qui de droit. De ce fait, Dr Hamid Jabar
sollicite davantage l'implication des riverains du fleuve Chari et surtout des zones où la maladie fait rage pour éliminer le ver de Guinée au Tchad. Nous sommes ainsi rassurés que la mise en œuvre et le suivi de ces interventions pourront à terme nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est le lieu d'inviter les secteurs de mettre en œuvre et de suivre les interventions qui ont été programmées à l'issue de cet atelier. Certes, l'implication des uns et des autres pour vaincre ce mal est nécessaire, mais l'appui des partenaires en matière de lutte et d'éradication du ver de Guinée serait de taille. Cap sur l'Algérie pour nous intéresser au métier de chauffeur routier, un métier pas très facile. Le quotidien de ces conducteurs de poids lourds reste extrêmement difficile. Une passion qui les anime et leur permet de faire face aux embûches du quotidien. Chanceux sont ceux qui font de leur passion leur métier. Sur le tronçon Adalar-Borj-Badji-Mortar, ces amoureux de la route parcourent plus de 800 km pour transporter des marchandises. Pour éviter une thrombose, cette espèce de caillot qui obstrue les vaisseaux sanguins, causé par la position assise durant un long moment, ces routiers s'accordent des moments de pause autour d'un bon thé. Mais il arrive que ces moments agréables soient perturbés par l'ensablement des camions au moment du départ. Nous transportons des marchandises. Ça va du ciment au pot de bête en passant par le bétail. Mais notre problème, c'est le réseau routier qui est défectueux dans cette partie du pays. Il nous arrive aussi de manquer d'eau par moment. Il existe des endroits connus des routiers. On s'y arrête pour déjeuner et prendre un bon verre de thé avant de reprendre notre route. Ça nous permet de nous réunir l'espace d'une pause. Le quotidien des routiers est fait d'incertitudes. Leur fin mot est la solidarité, car avaler des kilomètres chaque jour peut s'avérer un exercice périlleux. Il n'est pas question de perdre son gagne-pain. Il m'est arrivé de rester coincé 2 jours durant dans le même endroit à cause de problèmes d'ordre mécanique, jusqu'à ce que l'un de mes confrères vienne me prêter main forte. C'est ça ma vie et je l'aime comme elle est. Le développement d'un réseau routier a un impact direct sur le développement économique de chaque pays. Mais en dépit du mauvais état de la route reliant Adalar à Borj-Badji-Mortar, la marchandise arrive à bon port grâce à ces routiers qui ont pu dompter cette terre hostile. Et on reste en Algérie pour parler des préparatifs de la Tabaski. C'est le début des rites au lieu saint. Les fidèles se rassemblent près de la Mecque au lieu du pèlerinage en attendant le grand jour. Près de 2 millions de Hadjis venus des 4 coins de la planète affluent ce dimanche, premier jour du Hajj Tarwiya, correspondant au 8 Dhul Hijjah 1434 de l'Hégire, vers Minan, où ils doivent passer la nuit pour se rendre dès le lever du jour vers le mont Arafat pour accomplir un des plus importants rites du Hajj. Les pèlerins algériens arrivés dans les lieux saints de l'islam pour accomplir le pèlerinage 2013 a atteint le chiffre de 28 800 Hadjis, dont 16 400 sont pris en charge par l'office du Hajj et de la Umrah et 12 400 par les agences de voyage. Le bureau des affaires des Hadjis algériens a décidé de prendre en charge le déplacement des Hadjis de la Mecque vers le mont Arafat et la sécurisation des campements algériens pour permettre aux pèlerins d'accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions. Le ministère saoudien du Hajj a mis en place 15 camps pour l'hébergement des pèlerins algériens à Mina du premier jour de l'Aïd al-Adha jusqu'à la fin des journées de Teshriq. Doté de tous les moyens nécessaires à l'hébergement des pèlerins, chaque camp accueille 2400 et 2600 pèlerins. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Chaque fidèle doit l'effectuer au moins une fois dans sa vie s'il en a les capacités financières et physiques. Parlons également de la Tabaski au Cameroun. Comme dans tous les autres pays, les moutons sont à l'honneur. L'équipe d'Afrique Média s'est intéressée aux préparatifs de cette fête. Elle s'est donc rendue à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Les moutons affluent dans la ville de Yaoundé. Et pour cause, nous sommes à la veille de la fête de la Tabaski. Les préparatifs pour la fête du mouton sont en marche depuis quelque temps déjà. À un jour de la fête, les marchés du mouton de Yaoundé 8e ne déremplissent pas. Les gens n'ont qu'une seule occupation, c'est d'obtenir une bête avant qu'il n'en ait plus. Traînés, les moutons rechignent à être emportés, sentant probablement que la fin est proche. Ce n'est pas l'intérêt des acheteurs. Quitte à payer une chère somme, ils tiennent à célébrer dignement la Tabaski.
En effet, à cette heure-ci, le mouton peut coûter 100 000 francs et les gens ne font qu'en acheter. Ce qui est compréhensible car dans la religion musulmane, c'est cette fête du sacrifice qui est la plus importante. Tous les bons croyants chercheront à respecter dignement la tradition. L'effervescence qui règne dans le milieu musulman continuera jusqu'à la fin des festivités. Et on reste toujours dans la mouvance de la Tabaski. Cette fois-ci, on est au Sénégal où les préparatifs vont bon train malgré les difficultés au quotidien comme la venue des moutons et la présence des vendeurs dans les marchés qui mettent certains dans des situations inconfortables. La présence des moutons dans les rues de Dakar est perceptible jusque sur les fauteuils des boutiques de meubles. Ce geste, Bachir est contraint de le répéter pour garder l'éclat de la marchandise. Avant, je dépoussiérais juste une fois, mais depuis l'arrivée des moutons, je le fais 2 à 3 fois par jour. Du tort, les préparatifs de la fête du mouton en ont causé à certains. Khadjilo a été chassé de son lieu de vente de friperie. La priorité est aux vendeurs de moutons. Vous voyez là où se trouvent les cordes, c'est là-bas que j'exposais ma marchandise. Ils m'ont déguerpi pour installer leurs moutons. Autre lieu, d'autres difficultés. Nous sommes au marché HLM. Ici, les piétons flirtent avec le danger pour se frayer un chemin. C'est pas sûr de marcher sur la route, mais on n'a pas le choix. Les marchands occupent tout le trottoir. Les nuisances liées à la fête de la Tabaski ne se limitent pas aux préparatifs, car même après la fête, il faudra passer le balai pour garder les rues propres. Et toujours concernant les préparatifs de cette fête de la Tabaski au Sénégal, les femmes sont prêtes à investir des sommes importantes dans des extensions capillaires ou encore des cheveux naturels faits à 100% de cheveux humains. Une nouvelle tendance qui suscite quand même des polémiques. De Dakar à New York, elles sont dans l'air du temps. Des millions de femmes à travers le monde en raffolent. On fait ce qui est tendance, ce qui est à la mode, on suit la mode quoi. On les aime ou on les déteste. Franchement, pas dessus honte. Mais les extensions capillaires d'origine humaine, appelées aussi cheveux naturels, ne laissent personne indifférent. Sorna Diarra-Sarré a flairé la bonne affaire il y a 2 ans. Ancienne hôtesse de l'air dans une compagnie libyenne, elle s'est recyclée en vendeuse de cheveux humains. Je me dis que c'est un phénomène de mode. Des fois, une cliente m'appelle et me fait « je veux la perruque de Nicki Minaj ». D'accord? Ou bien je veux la perruque de Beyoncé dans tel clip. Et là, elle passe sa commande. Et pour ressembler à sa star préférée, le choix est vaste. Raide, ondulé, frisé, long ou court, il y en a pour toutes les fantaisies, mais hélas, pas pour toutes les bourses. Chacun essaie d'apporter sa petite touche d'originalité. Donc moi, j'ai mis un peu de rouge pour un peu effacer tout ce qui était le tie and dye avec le blond à la fin. La qualité est meilleure et tout ça, ça tombe pas, c'est normal. Ça va, je me plais bien. C'est comme si j'avais mes cheveux. Donc, en fait, compte, ça vaut le coup. Justement, ça vaut le coup. Ça coûte combien? Pas très cher. Hein? Je ne les ai pas achetés, on me les a offerts. Je ne saurais dire le prix. Pourquoi? Comme ça. Si ces dames ne veulent pas énoncer de prix, c'est que ceux-ci donnent le tournis. Le paquet coûte 100 000 francs et j'ai 3 paquets sur la tête. 3 paquets. 8 paquets là. Ça m'a coûté environ 800 000 francs puisque j'ai acheté 8 paquets de différentes longueurs et ça donne cet effet dégradé. Le tissage le plus cher que j'ai jamais acheté m'avait coûté 10 000 francs. C'est de la folie de dépenser 150 à 200 000 francs pour des cheveux. Franchement, je préfère donner cet argent à mes parents ou bien j'investis dans quelque chose de plus rentable. L'islam interdit formellement les extensions capillaires, ce qui disent que celles-ci sont dans l'erreur. Et c'est un hadith véridique du prophète paix salut sur lui qui l'interdit. En plus, les extensions capillaires invalident les ablutions.
Ces cheveux ont brisé plein de couples. Si tu ne peux pas les payer à certaines filles, elles préfèrent aller voir ailleurs. En plus, on ne sait même pas d'où ça vient ce truc. On les a achetés en France. C'est ma tante qui me les a donnés. Mais je ne sais pas exactement où ça vient. Les cheveux sont importés d'un peu partout. Ils viennent d'Inde, du Brésil, du Venezuela, du Pérou, donc d'Italie aussi. L'Inde est en effet le plus gros producteur mondial de cheveux humains. Le pays en exporte plus de 500 tonnes par an. 25% de ces cheveux proviennent de ces temples où les fidèles hindous font offrande de leurs cheveux. Les 75 autres pourcents viennent de pauvres qui n'ont d'autre choix que de vendre leurs cheveux pour survivre. En 2010, ce commerce lucratif appelé là-bas le Black Diamond Business a rapporté à l'Inde plus de 90 milliards de francs CFA, une manne financière qui a donné des idées à des manufactures chinoises passées aujourd'hui maîtres dans l'art du faux cheveu humain. Est-ce que vous voyez la différence? Il n'y a pas de différence, vous avez vu? Les mèches sont ondulées, bouclées. C'est celles-là, les artificielles. Voilà, ça c'est les vrais. C'est à la coloration et quand on les pose sur les têtes que vous voyez la différence. Mais comme ça, à l'achat, personne ne voit la différence. Je dis chapeau, ils l'ont vraiment réussi, les Chinois. Awandao est coiffeuse depuis plus de 2 décennies. Elle a développé une réelle expertise dans ce domaine et peut en dire beaucoup sur ses cheveux juste en les touchant. Là, la personne est très jeune. À qui on a coupé ses cheveux, c'est une personne très jeune, c'est une jeune fille. Donc là, on peut dire à peu près la trentaine. Et là, voilà, celle-là, on peut dire par exemple la quarantaine. Ça fait 23 ans que je coiffe, que ce soit des mèches naturelles ou bien des mèches synthétiques, c'est pareil. Vraiment, moi, je ne crois pas à ces choses-là. On n'est pas obligé d'acheter des cheveux naturels à 300 000 francs, bien à 200 000 francs pour être belle. Voilà, j'en vends, mais je ne comprends pas. La vie est dure. Elles n'ont qu'à revenir aux coiffures traditionnelles, c'est tout. Ce n'est pas du gâchis. C'est mon argent que j'ai gagné honnêtement. Je peux en faire ce que je veux. La seule chose donc sur laquelle les Sénégalais semblent s'entendre à propos des extensions capillaires d'origine humaine, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Et le débat est loin d'être clos. Et fermons cette édition avec cette information sur la Guinée équatoriale qui a donc célébré le 12 octobre 2013 le 45e anniversaire de son indépendance. La fête de l'indépendance de cette péninsule de 28 000 km² s'est déroulée en présence de 7 chefs d'État d'Afrique, mais aussi du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et des personnalités d'autres pays. Le défilé, qui a donc démarré par une parade militaire, s'est déroulé dans une ambiance euphorique, un défilé civil marqué par le passage des Miss venues des 4 coins du monde, une occasion de faire le bilan de ces 45 années d'indépendance de ce pays malgré de profondes mutations économiques et sociales. Voilà donc, nous mettons un terme à cette édition d'Info Afrique. Nous vous remercions de votre aimable attention. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.